Salut à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire de l'année où aujourd'hui on parlera de se faire plaisir pour perdre du poids. Comment se faire plaisir en perdant du poids, comment perdre du poids en se faisant plaisir. Alors on parlera de ça, mais on parlera également et surtout de coaching, on parlera un petit peu de PNL, de neurosciences, on parlera de nutrition, on parlera également de sport. On parlera de tout ça avec Rodolfo, qui est un coach expert et qui également, lui aussi, a fait de la PNL et on l'attend là, il arrive d'ici quelques petites secondes normalement. Ah, bah le voilà connecté, il me fait un petit coucou. Alors je vais passer en live, j'avais déjà coupé, activé le son pardon de Rodolfo qui puisse nous parler. Alors, où est-ce qu'est Rodolfo? Il est là. Alors, un petit problème technique d'image. Laissez-nous une petite seconde qu'on règle tout ça. Les problèmes du live, comme on dit. Alors, normalement, Rodolfo va arriver. Et Rodolfo est là. Et je suis là. Et voilà, nous voilà en live. Vous nous voyez, nous vous voyons pas du tout. Déjà, Rodolfo. Qui est Rodolfo? Rodolfo, moi, c'est une personne que j'apprécie énormément. Je l'ai rencontré il y a un peu plus d'un an aujourd'hui, je crois. On s'est rencontré à Paris pour un événement PNL à l'Institut Repère. On faisait tous les deux une initiation à la PNL. Et du coup, on a pris contact comme ça. Et Rodolfo, en fait, c'est très marrant parce que c'est un peu grâce à lui que je suis coach aujourd'hui. J'ai toujours voulu être coach, mais c'est lui qui m'a en fait influencé à faire mes certifications, ou en tout cas qui m'a donné les contacts, ou le contact de l'Institut Coach Planet, où on a tous les deux fait nos premières armes, où on a appris la PNL et l'hypnose. Et du coup, Rodolfo, qui a appris la PNL et l'hypnose, a décidé, lui, de s'orienter plutôt vers le coaching en plaisir de se faire, en plaisir de perdre du poids. Bah, Rodolfo, c'est plus simple, je pense, si tu te présentes toi-même. Alors, tout d'abord, salut Nick, bonjour à tous. Alors, effectivement, je suis Rodolfo Postilla, coach dans le plaisir de perdre du poids. J'ai toujours été passionné par la PNL, par tout ce qui touche au fonctionnement des automatismes du cerveau, etc. J'ai été quelqu'un qui a été en surpoids pendant 17 ans de ma vie. J'ai atteint presque 130 kilos pour 1m82. Et comme toutes les personnes qui sont en surpoids, quoi, du moins une majorité, on a toujours tendance à vouloir faire des régimes. Alors des régimes qu'on fait soit seul, soit avec diététicien, nutritionniste. Voilà, moi j'avais un petit peu tout essayé. Et finalement, j'avais des résultats. Je pouvais perdre 5-10 kilos, mais c'était sur du court terme que je reprenais derrière. Et ça a été un peu une bataille pendant des années, pendant donc 17 ans, jusqu'au jour où j'ai associé la perte de poids à la PNL. Et je me suis adapté à un nouvel état d'esprit par rapport à l'alimentation, le sport, par rapport à l'hygiène de vie. Et ça m'a permis donc de perdre plus de 40 kilos en moins d'un an. Et aujourd'hui, j'aimerais faire partager mes connaissances, les outils qui m'ont permis d'obtenir des résultats qui sont quand même conséquents avec des personnes qui ont besoin de perdre du poids. Parce que je n'ai pas fait de régime, je n'ai pas été suivi par un médecin. Je faisais régulièrement des prises de sang pour savoir si j'étais en manque de rien et si je forçais pas trop non plus. Et finalement, tout s'est toujours bien passé. J'ai jamais fait de malaise, jamais eu de problème. Et finalement, j'ai réussi à atteindre une silhouette et un corps qui aujourd'hui me plaît énormément. Ouais, bah moi je t'ai rencontré comme ça, et du coup c'est vrai que c'est assez impressionnant. Ce serait sympa qu'on mette dans les commentaires une photo avant-après, ou en tout cas dans la conversation, que les gens se rendent compte. Parce que moi c'est vrai que quand je t'ai vu, on parlait de PNL, on parlait de ci et de ça, mais j'avais jamais vraiment. J'avais pas compris la transition en fait, j'avais pas compris tout ça. Ah, bah, d'ailleurs, il y a les premiers qui se connectent là, et j'aimerais qu'on leur dise bonjour et que eux aussi nous disent bonjour dans les commentaires. N'hésitez pas à nous saluer. Si vous regardez Bonjour. cette vidéo
en replay, et n'hésitez pas à mettre le hashtag replay, comme ça on voit un petit peu qui est là en live et qui a quand même pris le temps de voir cette vidéo en replay. Avec le premier webinaire avec Perrine, on a eu quand même près de 100 vues après coup, donc c'est quand même intéressant. Et posez vos questions surtout. On n'aura peut-être pas le temps de répondre à tout le monde, en tout cas pendant ce live, mais on répondra par message. Posez vos questions dans les commentaires ou directement à Rodolfo ou directement à moi dans nos boîtes privées, n'hésitez pas, mais c'est quand même mieux si tout le monde en profite. Voilà, c'était pour la petite parenthèse. Du coup, tu nous as dit un peu pourquoi tu es devenu coach en perte de poids, mais pourquoi tu es devenu coach en plaisir de perdre du poids? Alors, parce que justement, quand on fait appel à tout un système que ce soit coach sportif ou coach ou plutôt nutritionniste, diététicien, c'est souvent beaucoup de frustration, beaucoup de souffrance, beaucoup voilà, quand on adore manger quelque chose et que finalement on nous dit non, ça faut plus le manger, il faut manger au lieu de manger de la pizza, j'adore la pizza, j'adore les pâtes, et ben il faut manger plutôt des haricots verts ou des brocolis. Et ben automatiquement ça crée de la frustration. Et c'est pour ça que souvent les personnes ont un résultat à court terme, mais ils ne peuvent pas vivre toute leur vie dans cet état d'esprit. Donc dès qu'ils ont atteint un petit objectif où ils ont déjà perdu 3, 4, 5 kilos, derrière ils vont le reprendre parce qu'ils vont reprendre leur routine alimentaire. Donc c'est vraiment associé au plaisir. Le plaisir est vraiment primordial dans ma méthode. Ouais, parce que la perte de poids, qu'est-ce que c'est en général? C'est ça, c'est faire du sport, c'est bien manger ou manger sainement en tout cas, mais c'est surtout, enfin c'est ça, c'est associé à la douleur, c'est associé à arrêter pas mal de choses. Moi en général, c'est vrai que quand je fais du coaching, et en tout cas par rapport à la PNL et tout ça, on s'en est aperçu, c'est que c'est assez frustrant, mais il faut avant tout, avant de faire quelque chose de bien, il faut déjà arrêter de faire ce qu'on fait mal. Bien sûr. En fait, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on apprend en PNL, pardon, c'est que le cerveau humain s'oriente toujours vers le plaisir et évite toujours la douleur. Sauf qu'il va le faire de façon sur l'instant T. Si vous êtes dans un état émotionnel de tristesse ou pas bien ou en colère, les personnes qui ont des addictions, on va dire au chocolat, le chocolat joue un rôle dans le cerveau qui va apaiser. Beaucoup de gens le savent. Donc, le cerveau, automatiquement, il va dire, pour apaiser ton état émotionnel, mange du chocolat. Voilà. Mais tout ça, c'est en réalité des croyances qu'on peut modifier. Parce que si sur le long terme, on arrive à comprendre que, en tout cas le cerveau arrive à comprendre que le chocolat amène un mauvais état physique, il va associer le chocolat à une souffrance. Quand vous avez déjà perdu du poids et que vous voyez après votre addiction, vous allez vous dire non, ça, c'est ce qui m'avait fait être la personne que je ne veux plus être, donc ça ne m'attire plus du tout. Et là, le cerveau a cette capacité, une fois qu'on arrive à vraiment intégrer ça, a cette capacité de repousser en fait l'alimentation qui finalement avant était l'alimentation passionnelle, donc que ce soit le chocolat ou autre, et finalement dire non, aujourd'hui c'est ma santé physique et mentale qui est finalement beaucoup plus importante que manger et finalement me satisfaire pendant quelques secondes en mangeant un chocolat par exemple. Ouais, bah, je voyais beaucoup, en tout cas, ça n'a peut-être pas spécialement de rapport, mais pour les gens qui devaient arrêter de fumer, on leur demandait de fumer consciencieusement en fait. Consciencieusement, non, mais avec conscience, vraiment de se rendre compte qu'ils fumaient. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, quand ils mangent en général, comme tu dis, c'est pour apaiser une souffrance ou pour se remplir, mais ils ne mangent pas en savourant ou ils ne prennent pas le temps de manger. Juste, on fait du fast-food en fait, on bouffe, on mange pas. Bien sûr. Et juste le fait de prendre conscience, comme tu dis, du chocolat ou que ce soit une pizza ou même un steak, juste de se rendre compte qu'on savoure, déjà on peut limiter la prise, le montant de consommation. Oui, mais les personnes qui sont en surpoids vont engendrer un sentiment de bien-être
parce qu'au moment où ils vont croquer dans leur hamburger, ils vont se sentir bien, mais derrière, ils vont avoir un sentiment de culpabilité tel que finalement, ils vont se dire, putain, je dois perdre du poids et je suis encore en train de manger ce type d'alimentation. Donc, en réalité, c'est vraiment très limité le plaisir. Et c'est pour ça que il faut dissocier ce plaisir instantané de peut-être une minute ou deux, ou voilà, le temps d'un repas, parce que quand on mange du chocolat ou quand on mange un fast-food ou quelque chose qui est en tout cas pas très bon pour la santé, c'est pas des repas qui durent pendant des heures, mais limiter ce plaisir de l'instant T pour un plaisir de bien-être au quotidien, c'est-à-dire bien-être dans son corps, bien-être dans sa tête et dans sa relation aux autres, parce qu'à partir du moment où on est bien soi-même, on est bien dans notre relation globale, que ce soit familiale, professionnelle, sociale. Et c'est ça la dissociation qu'il faut être capable de faire, c'est de réussir à retirer le pseudo-plaisir de l'instant T pour laisser place au réel plaisir du quotidien après. C'est ce que j'explique un petit peu aux personnes quand je fais du coaching plus entrepreneurial. C'est que les gens en général travaillent pour gagner de l'argent. Et je leur dis, donc encore une fois, donc, gagner de l'argent c'est très bien, mais il faut avoir une certaine éducation financière. Et en général, les gens qui deviennent riches sont les gens qui dépensent le moins, entre guillemets. On dit souvent, ah, t'es devenu riche, les riches sont des pingres, un truc comme ça, alors que les pauvres sont les gens qui dépensent plus. Mais c'est parce que ils dépensent, encore une fois, dans des choses intéressantes. Ils font pas du plaisir perso instantané dans je vais m'acheter la dernière paire de chaussures ou ci ou ça, sauf s'ils savent qu'ils ont les moyens. Mais ils vont d'abord éviter tous ces plaisirs, comme tu dis, instantanés, d'acheter la dernière télé ou la dernière voiture à la mode. Ils vont peut-être avoir des chaussures pourries pendant 3 ans, mais ils vont s'acheter 3 maisons, des stock options ici et là, et c'est ce qui fait qu'ils grandissent, et une fois qu'ils sont là, ils peuvent consommer des choses plus facilement, avec du plaisir, là, vraiment, sur le long terme, parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas s'en vouloir après. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est vraiment une éducation. On a tendance à s'instaurer des routines en réalité où finalement on va faire tous les jours les mêmes choses et on ne veut pas sortir de ce confort, mais à la fois on veut du changement. Donc c'est un peu paradoxal parce que les personnes par exemple qui sont vraiment en surpoids, parce qu'après quand on fait des vidéos comme ça, on généralise. Il y a des personnes qui veulent perdre 5-10 kilos, il y a des personnes qui ont 40 kilos à perdre. Donc, c'est pas les mêmes. L'approche peut être similaire, mais le travail n'est pas le même. Mais une personne qui a vraiment beaucoup de poids à perdre, ça va pas être juste en faisant du sport, juste en modifiant son alimentation qu'elle va apporter un résultat différent. Ça va être vraiment dans un point de vue global. C'est général. C'est pour ça qu'on ne peut pas rester dans une routine confortable et avoir du résultat à côté. Ok. Et du coup, pour que ce soit justement comme tu dis, on parle de façon assez générale, mais pour que la moyenne puisse récupérer quelque chose de ce webinaire, parce que c'est quand même l'intérêt, c'est de donner la valeur, bien que je pense qu'on en a déjà donné pas mal, en tout cas dans la compréhension. Dans le dernier webinaire, quand on était avec Perrine et qu'on parlait nutrition, on a donné 2-3 petits hacks comme le thé qui fait mincir, en fait, qui aide un petit peu à purifier l'intérieur, qui décolle certaines graisses à l'intérieur, mais qui en plus fait transpirer, et qui, certains thés, en fait, ont des vertus bonnes pour le cœur et tout ça. En fait, juste de boire du thé, 2 à 3 thés, de remplacer le café par du thé, est très sain. Donc ça, c'est un truc qu'on peut faire instantanément. Est-ce que toi, tu aurais un petit truc comme ça, là, juste sur le fil, à nous donner un petit hack que les gens en général, ceux qui veulent perdre 5 kilos, les gens qui veulent perdre 40 kilos, la moyenne puissent utiliser maintenant? Alors, pour les personnes qui ont tendance à beaucoup manger, c'est-à-dire que quand ils sont à la table, ils vont se servir 3-4 fois des grosses portions et beaucoup manger, il y a certaines techniques. Déjà, il y a la technique de boire un grand verre d'eau une demi-heure avant de manger. En fait, ça donne cette sensation à l'estomac d'être rassasié et finalement, au moment du repas, on va avoir un petit peu moins faim. Après, moi, je suis plutôt d'optique à ne pas s'affamer, dans le sens où une personne qui se lève très tôt le matin, qui va se lever à 6 heures pour aller travailler, qui va prendre un petit déjeuner, souvent elle arrive à midi, elle a très faim. Ne pas hésiter à manger dans la matinée, dans l'après-midi. Parce que plus vous allez, au moment du repas, être affamé,
plus vous allez sauter sur votre assiette. Et finalement, le temps que votre cerveau reçoit l'information de votre estomac, vous disant j'ai assez mangé, vous avez déjà trop mangé. C'est souvent quand on a terminé de manger, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes après manger, on se dit oh merde, j'ai trop mangé. Ouais, je suis repu, parce qu'on a mangé trop vite. Ouais, affalé, ouais. Voilà, c'est ça. Et quand on n'est pas affamé, donc on arrive, on a faim, il est midi, c'est l'heure de déjeuner, et qu'on n'est pas affamé, finalement, on va manger notre portion et ça va suffire. Après, moi, ce que je préconise, c'est d'aller se balader dans les rayons où on peut regarder ce qu'on peut manger dans la matinée ou dans l'après-midi, quelque chose qu'on peut trouver qui, finalement, on peut grignoter sans déjà avoir la culpabilité parce que ça reste sain. Et à côté de ça, qui peut donc nous rassasier pendant la matinée ou l'après-midi. Donc, moi, dans mes vidéos YouTube, je parle souvent des tomates cerises, des bananes séchées, des fruits secs, noix de cajou, amandes. Voilà, quelqu'un qui, dans la matinée, a son petit sac de fruits secs, qui a un peu faim, il va en manger un peu et il va vite, rapidement être bien et arriver à l'heure du repas, ça va être, ça va pas, il va pas sauter et manger 15 plats. Donc il y a des petites techniques comme ça et après une des techniques qui est pour moi le capital pour avoir du résultat, c'est manger très léger le soir, c'est-à-dire une soupe, une salade. C'est mieux d'aller se coucher avec la sensation de faim parce qu'on va s'endormir et ça va passer. Des fois, on peut aller se coucher en ayant faim et se réveiller le matin sans aucune faim. Donc, c'est une sensation de faim. Et après, on s'endort. L'estomac ne va pas avoir tout un processus de digestion très lourd pour digérer un repas bien garni. Et finalement, on va beaucoup mieux dormir, on va être moins fatigué la nuit et on va se sentir mieux quand on se réveille le matin. Ok, nice. Ah, c'est marrant parce que moi, du coup, quand je jeûne, après, j'ai pas énormément de poids à perdre, même si j'en ai un petit peu. Je pense que j'ai accumulé pas mal dans les dernières années avec le manque de sport et puis la malbouffe. J'aime bien mal manger. Mais du coup, moi, je saute plus les repas du matin, midi. Après, je peux me le permettre parce que je travaille en ligne. Et du coup, il n'y a pas trop d'efforts. Donc là, je vais voir parce que je vais m'inscrire dans pas longtemps au Muay Thai. Je vais faire un an. J'ai pour objectif de me lever tous les matins, 5 heures. Et là, je me lève à 9h30. Donc c'est déjà pas trop mal pour moi, sachant que j'ai pas de réveil normalement à mettre. Mais je vais faire de la natation et tout ça. Mais c'est vrai que j'essaie de manger le plus tard possible. De vers 15h, 14-15h, de bien manger. Et après, oui, comme tu dis, de grignoter un petit peu, un petit truc. Enfin, quand je dis grignoter, attention, c'est pas des chips, mais c'est manger un petit truc ou faire encore une fois un deuxième repas assez vite et après attendre le soir. Mais moi, par rapport à ce que tu dis, personnellement, si tu devais me coacher, je te dirais, j'ai beaucoup de mal à m'endormir si j'ai faim en fait, parce que je me concentre que sur ça. Après, je sais qu'en PNL, on peut changer ces trucs-là. Mais si je te dis, moi, personnellement, vraiment, hein, quand je vais me coucher et j'ai faim, en fait, mon esprit se concentre que sur ça et du coup, j'arrive pas à dormir. Tu ferais quoi? Boire un grand verre d'eau? Alors en réalité, c'est l'inverse. C'est pas parce que tu as faim que tu n'arrives pas à dormir. C'est parce qu'en réalité, quand tu manges, ton estomac se met à travailler et c'est ça qui te fatigue. C'est pour ça qu'après manger, on a souvent envie de dormir. Ouais. Donc en fait, tu as certainement des choses intérieures qui te perturbent, inconsciemment certainement, mais que quand ton estomac est en train de travailler, demande de l'effort et ça te facilite le fait de t'endormir. Mais normalement, tu devrais avoir aucun mal à t'endormir. Alors, encore une fois, je ne parle pas d'être affamé, mais si tu as mangé, t'as bu un bon bol de soupe, ça suffit largement pour t'endormir. Et voilà. Maintenant, voilà, si encore une fois, tu as besoin de manger pour t'endormir, c'est surtout que ton estomac, dans son processus, va puiser dans tes énergies, qui va te donner un état de fatigue et qui va te faciliter l'endormissement. Et du coup, toi, tu as une soupe que tu préfères comme ça, petite recette? Non, j'ai pas de recette particulière. Après, ça va être en question de temps. Moi, j'aime beaucoup les soupes de légumes. Ouais. Et voilà, faire une bonne soupe avec des légumes frais, pour moi, c'est délicieux.
mais c'est vraiment au cas par cas. Faut toujours, comme on dit, les goûts et les couleurs euh, ne se discutent pas. Les personnes doivent choisir quelque chose qui leur convient. Certains vont favoriser une salade de tomates, par exemple, ou de la salade verte, ou comme je disais juste avant, de la soupe. C'est vraiment au cas par cas, mais ce qu'il faut, c'est toujours quelque chose de léger à digérer pour pouvoir mieux dormir. Ok. Puisque ce qu'on a vu du coup la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines maintenant avec Perrine, c'est qu'au final, dans l'alimentation, alors c'est une petite transition, c'est pas vraiment de ce dont on parlait maintenant, mais c'est que quand on mange gras, donc quand tu disais tout à l'heure les snacks, c'est vrai que tu utilisais beaucoup de trucs qui étaient des amandes ou des noix ou des fruits mais séchés. Et c'est vrai que tu parlais pas de trucs sucrés en fait. Et c'est vrai que ce qu'on voyait avec Perrine, c'est que manger gras en soi, c'est beaucoup plus sain qu'on ne pense. On essaie de manger beaucoup en général sans gras, sans matière grasse ajoutée, sans ci, sans ça. Alors qu'on se rue sur les fruits, alors que les fruits sont très sucrés et qu'en vrai, le corps a besoin de gras et très peu de sucre. Du coup, toi, est-ce que tu le Bien sûr. savais avant? Est-ce que tu l'as fait par, par besoin? Parce que c'est vrai qu'en général, bon, il y a beaucoup de gens qui sont addicts aux pizzas, aux burgers, mais c'est souvent les sodas. Je vois que j'ai pas mal d'amis qui ont des. Enfin, pas mal, j'en vois un en tout cas, qui est en surpoids et qui veut absolument mincir. Et c'est vrai que c'est parce qu'il ne peut pas boire de l'eau, il boit que des sodas, il mange toujours des glaces ou des éclairs ou des pains au chocolat, enfin que des trucs sucrés en fait. Donc la En question. fait, Ouais, il y a sucre et sucre. Hein. C'est mieux de manger une orange ou une clémentine qui a beaucoup de sucre que de boire un verre de Coca-Cola, par exemple, ou pareil, une dose de sucre énorme. Moi, dans ma période de perte de poids, j'ai énormément utilisé les fruits, justement, parce que après, il faut adapter les fruits en fonction de l'activité. Si on ne fait pas énormément d'activité physique, il ne faut pas manger beaucoup de bananes, par exemple, parce que ça apporte beaucoup de protéines. Il faut vraiment adapter les fruits en fonction de, euh, de l'activité. Moi, j'aimais beaucoup manger des kiwis. Par exemple, le soir, je mangeais beaucoup de kiwis. Le matin, le midi, ça allait être des clémentines, des oranges, parce que ça apporte de la vitamine. Je variais énormément les fruits. Je mangeais beaucoup de fruits à ce moment-là, beaucoup de poissons et beaucoup de légumes. Après, faut vraiment savoir que j'étais vraiment dans une personnalité, quand j'étais en surpoids, qui détestait manger du poisson, qui détestait tout ce qui était légumes, et haricots verts, brocolis. Et quand je dis détester, c'est que j'en mangeais peut-être même pas une fois par an. Je mangeais régulièrement des pizzas, fast-food, c'est-à-dire 2-3 fois par semaine minimum. Mes petits déjeuners étaient très lourds, c'était du pain, du fromage, tout était lourd tout était consistant dans mes repas. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai vraiment appris à apprécier un bon morceau de saumon, de poisson avec des légumes, plutôt que de manger un burger frites et ce qui était pour moi complètement inconcevable à l'époque. C'est-à-dire que j'ai vraiment modifié mes croyances. Et ça m'a aujourd'hui, on me met 2 plats délicieux, un beau, je sais pas, un beau steak avec des frites et des brocolis avec des poissons. Mais je vais choisir les brocolis et poissons, mais pas dans le but de me dire non, faut pas que je prenne du poids parce que je mange aussi un steak frites. Mais aujourd'hui, le plaisir s'oriente vraiment sur un plaisir physique. C'est-à-dire que quand je mange, je sais que je suis pas en train d'altérer mon plaisir, mon corps et mon ressenti. ouais, Donc je me sens beaucoup mieux avec moi-même. ça me ramène vraiment à ça, c'est que moi avant, j'ai jamais vraiment eu, enfin, j'étais toujours fin et mince et tout ça, et j'étais assez hyperactif, donc j'avais dans ma famille, il n'y a pas de personnes, enfin, j'ai pas des gènes, ou alors je sais pas s'il y a une question génétique là-dedans, mais j'ai pas des gènes pour être une personne forte. Mais quand j'étais jeune, je buvais énormément de soda et j'avais du mal avec l'eau. Et maintenant, bah là, j'ai Mhm. toujours mon verre d'eau et je fais que boire de l'eau. Et de temps en temps, je m'offre un coca et en fait, je me dis, déjà, c'est trop quand je le finis, parce que tu sais, les grandes bouteilles là. Mais je me dis, Mhm. waouh, je l'ai savouré, ça me picote un peu dans la gorge. Mais je dis, un seul, ça me suffit.
Alors qu'avant, Bien sûr. moi j'étais plus Sprite. Alors on va citer plein de marques, parce que je sais pas si on a le droit de faire ça. Mais Sprite, Fanta, tout ça, même si c'est que The Coca-Cola Company, je crois du coup. Mais depuis que j'ai arrêté, en fait, vraiment les sodas, hormis quand je prends des cocktails ou des trucs comme ça, d'ailleurs c'est là où je prends du poids en général, c'est dès que je recommence à boire des cocktails, des sodas et tout, et je gonfle. Euh, mais maintenant, comme tu dis, c'est que tu manges de temps en temps un steak frites et tout, mais tu prends le plaisir de manger un peu tout, de savourer en fait. Et moi, c'est ça, c'est maintenant que je bois énormément d'eau, de thé aussi. J'aimais pas le thé, je trouvais que c'était de l'eau chaude et je me suis dit, ça sert à rien. Mais maintenant que j'ai pris justement ce palais, comme quand on est petit, on n'aime pas la moutarde, on n'aime pas, enfin, je sais Bien sûr. pas, on n'aime pas certains trucs, bah, il faut travailler le palais. J'aimais pas le vin. Maintenant, pour le coup, j'en bois un peu plus, mais le fait d'avoir travaillé ce palais, maintenant, ça me permet de savourer beaucoup plus. Je sais pas si c'était ce que tu essayais Bien de dire. sûr. Oui, parce qu'on évolue. On évolue constamment. Et il n'y a pas de règle. En fait, il n'y a pas de règle où on dit, voilà, manger de la pizza, c'est bon. C'est nous qui décidons que manger de la pizza, c'est bon. Il n'y a pas de règle. La règle, à la limite, c'est celle qu'on peut utiliser par rapport aux apports nutritifs. S'il doit y avoir une règle, c'est celle-ci. Mais quelqu'un qui va préférer manger un burger plutôt que du poisson, ça va être une croyance. Ça va dire que c'est à un moment de sa vie, il s'est dit c'est délicieux de manger un burger et c'est dégueulasse de manger du poisson. Alors que certainement, on peut trouver des façons de cuisiner différentes et apprécier ce qu'on détestait avant. Encore une fois, c'est mon alimentation aujourd'hui. Ça fait plus d'1 an que j'ai perdu le poids que j'ai perdu. J'ai pas repris. Je continue à varier mon alimentation. Hein. Je mange pas du poisson et des haricots ou des légumes tout le temps. Je mange aussi des steaks. Je mange aussi des frites. Je mange des pâtes. Je mange de la pizza. Je mange des burgers. Je mange tout ça. Hein. Mais si vous mangez un burger une fois par semaine, à la fin de l'année, ça va pas avoir des conséquences énormes. Maintenant, si vous en mangez régulièrement, si vous mangez un burger une fois par semaine, une pizza une fois par semaine, des frites une fois par semaine, plus tout le reste, et ben, l'accumulation fait que derrière, on prend du poids. Mais bien sûr, tout change, tout évolue. Donc à partir de là, on sait que ce qu'on aime aujourd'hui et qui est mauvais pour notre corps, on peut l'assimiler à quelque chose qui finalement va être bon pour notre corps et bon pour notre palais. Et du coup, Et on apprend avec l'évolution. ok. Et du coup, bon après j'imagine qu'une personne en surpoids, elle sait quand est-ce qu'elle doit commencer en général. Une personne comme moi, c'est plus à la motivation. Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes comme moi où de temps en temps, où tu sais, ce mythe un petit peu des gens qui veulent faire ces résolutions le 31 décembre et le 1er janvier, elles disent ça y est, je vais perdre du poids, ça y est, je vais faire ci, je vais faire ça. Et tout d'un coup, elles ont l'euphorie, elles achètent des chaussures de sport, l'abonnement à la salle, et ça y est, ça va faire du sport. Moi, quand les gens, personnellement, ils viennent pour ce genre de coaching, et qui sont direct motivés, qui viennent un vendredi, ça m'était arrivé quelques fois, des gens qui viennent le vendredi soir et qui me disent non, je veux ma séance maintenant, tout de suite. Et je leur dis non, 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 attends un petit peu parce que là, tu as l'euphorie, tu es motivé, mais en fait, ton euphorie, elle va pas durer. La motivation, c'est un sentiment, ça va, ça vient. Un jour, il fait beau, un jour, il pleut. Un jour, tu es motivé, un jour, tu l'es pas. Sauf que quand tu es motivé, quand tu n'es pas motivé, tu dois faire du sport, tu dois manger sainement, un jour comme l'autre. Donc je leur dis, patiente un petit peu, attends le lundi, parce que déjà l'euphorie va descendre, et le lundi, tu vas devoir taper dans le dur. Et là, quand tu vas devoir taper dans le dur et y aller, bah, tu vas créer ta routine. C'est ce que tu conseilles, toi, aux gens? Parce que du coup, il y a cette notion de plaisir, donc j'imagine que tu vas pas dire ça, toi. Alors, ça peut être au cas par cas, ta technique peut fonctionner pour certaines personnes. Moi, ça va plutôt être y aller quand on a la motivation, mais par contre, y aller intelligemment. C'est-à-dire ne pas faire n'importe quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que, encore une fois, je mets vraiment l'accent sur le plaisir. Tout à l'heure, tu assimilais la cigarette à l'alimentation. En fait, tout ça, c'est des addictions. À partir du moment où on consomme quelque chose qui n'est pas nécessaire pour notre corps, c'est une addiction. Manger un burger, c'est pas nécessaire pour notre corps. On a besoin de manger, mais dans un burger, il y a très peu de choses que le corps nécessite réellement.
À partir du moment où la personne a un élément déclencheur de se dire j'ai envie d'essayer, je vais aller, je vais mettre mes baskets, je vais aller marcher ce soir. Elle trouve la motivation. Si au moment où elle fait cette activité, elle retrouve un plaisir qui peut devenir une addiction finalement positive, et ben là, elle reproduira le schéma. Donc après, on peut attendre, mais en fait, il faut surtout que la personne cible le plaisir et pas en réalité l'objectif. Ce que je veux dire, c'est que si la personne se dit je vais aller marcher parce que non seulement ça va me faire du bien, ça va me permettre de prendre l'air, de me libérer l'esprit, de m'aérer, de décompresser, et en plus je perds du poids en marchant, c'est tout bénef. Maintenant, si la personne se dit là je suis motivé, je vais à la salle, je vais faire des pompes, je vais porter des haltères, je vais courir comme un malade, elle abandonnera. Parce qu'il n'y a pas le plaisir. Ça va être une fausse motivation, une motivation dans le but ultime de avoir du résultat le plus vite possible, et ça ne marche pas. Le conseil que je donne tout le temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, le cerveau s'oriente vers le plaisir, évite la douleur. Le conseil que je donne à mes patients quand ils commencent, à mes coachés, c'est d'y aller en douceur. Parce que on a tendance, une personne qui n'a jamais fait de sport, moi je détestais le sport, je détestais marcher, alors courir, il fallait même pas m'en entendre parler, c'est horrible. Aujourd'hui, je peux courir plus de 2 heures et c'est vraiment un plaisir. Mais une personne qui ne fait jamais de sport, qui déteste le sport, ou qui déteste courir ou marcher, elle va trouver, comme tu dis, la motivation. Donc elle va aller dans un magasin de sport, s'acheter une paire de baskets, la combinaison, etc. Et elle va peut-être même se motiver à mettre son réveil plus tôt le matin, se réveiller plus tôt pour aller faire du sport. Qu'est-ce qui va se passer? Elle aura fait en amont tellement de travail déjà, c'est d'aller acheter les vêtements, de mettre son réveil, de se motiver à y aller, qu'elle va chercher le résultat. Donc elle va se dire, attends, je me suis réveillé beaucoup plus tôt que d'habitude, c'est pas pour aller courir 10 minutes. Donc, elle va finalement chercher à courir peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure. Les 3/4 du temps, elle n'obtiendra pas son objectif. Elle n'y arrivera pas. Elle va s'essouffler. Elle va mettre le corps en situation de souffrance. Elle va rentrer chez elle. Elle va prendre une douche. Finalement, ça va pas être forcément une bonne expérience. Elle va avoir les jours suivants des courbatures atroces qui va lui empêcher d'avoir ses activités quotidiennes, d'aller travailler ou autre. Et comme je l'ai dit au début, le corps évite la douleur et s'oriente vers le plaisir. Donc à ce moment-là, quand la personne va avoir envie de recommencer l'activité, le cerveau il va lui dire quoi? Pose-toi sur ton canapé, mange tes chips et regarde ta série, plutôt qu'aller te mettre ton corps en souffrance. Tu vois? Et il est là l'état d'esprit. Alors que si la personne se dit, bon déjà, j'ai pas l'habitude de courir, donc je vais commencer par marcher, elle met ses écouteurs, elle écoute sa musique, elle décompresse de la journée, elle passe un bon moment. Après, elle va se sentir bien. Elle va se sentir bien avec elle-même. Elle va évacuer toutes ces énergies négatives qu'elle aura accumulées si elle fait du sport en fin de journée, par exemple. Tout ce qu'elle aura accumulé, elle va l'évacuer et elle va aller se coucher beaucoup plus sereine, beaucoup mieux. Donc, en réalité, pour revenir à ta question initiale, la motivation, elle est bien, mais il faut qu'elle soit ciblée vers le plaisir. Et pas le plaisir de se dire, quand j'aurai perdu du poids, je serai heureux. C'est pas quand on atteint un objectif qu'on doit être heureux. C'est tout le processus. Et c'est là où on associe le plaisir à la perte de poids. Ok. Et du coup, j'imagine qu'il faut une certaine routine quand même au quotidien pour... en tout cas, dans l'entrepreneuriat, c'est ce qu'on dit. On dit il faut que tous les jours tu te lèves à telle heure, que tous les jours tu fasses ci, tu fasses ça. Même dans notre vie, enfin, on allait à l'école, on va au travail, on a comme un emploi du temps, on a une routine à suivre qui fait que... Alors j'imagine que ça doit être pareil, tu dois avoir peut-être une routine à suggérer ou un truc comme ça pour perdre du poids avec du plaisir. Alors, je ne suis pas fan d'utiliser le terme routine, parce que le terme routine, c'est un peu quelque chose qui finalement, on est pépère et on fait tous les jours la même chose en mode robot. Je préfère utiliser le terme discipline. En réalité,
quand on a pour but d'être bien et heureux avec soi-même et bien dans son corps, on a fait l'expérience inverse. On s'est posé dans notre routine, on a mangé des chips, on a mangé des burgers, et aujourd'hui, on regarde cette vidéo parce qu'on veut perdre du poids. Donc, si on s'instaure une discipline qui ne va pas être forcément d'écouter son mental et de se dire non, va pas faire du sport aujourd'hui, il pleut, tu vas te mouiller, ou il fait froid, parce que le cerveau est très très fort pour trouver des excuses et des prétextes. Ça, il trouvera toujours une bonne excuse pour rester à la maison plutôt qu'aller faire du sport. Quand on a une discipline, que finalement on arrête de se poser la question, parce que dans tous les secteurs d'activité, même dans un secteur professionnel, c'est la discipline qui amène du résultat. Si on répète, le cerveau, il apprend par la répétition. Si on répète régulièrement les mêmes actions, c'est là qu'on apprend et qu'on atteint des sommets. Et dans la perte de poids, c'est exactement la même chose. Si on a une certaine discipline et qu'on est dans la répétition de certaines activités, dans certaines façons de manger, voilà, vraiment quelque chose de global, parce que je peux pas tout détailler, mais modifier l'environnement, le global, de façon régulière, on obtiendra du résultat. Après, encore une fois, dans mes vidéos, j'ai tendance à dire il ne faut pas se forcer. Il ne faut pas se forcer, il ne faut pas mettre le corps en souffrance. Ça peut arriver qu'un jour, vous alliez courir ou marcher ou faire du sport et que finalement, vous ne vous sentez pas bien. Vous êtes en train de marcher. Ça m'est déjà arrivé, moi, à titre personnel, d'être en train de marcher. Ça fait une demi-heure que je marche ou 10 minutes que je marche, je me sens pas bien et je rentre chez moi. Finalement, il faut pas forcer à ce moment-là. Là, il faut avoir la capacité de bien se connaître et d'écouter son mental. Par contre, quelqu'un qui va mettre son réveil le matin pour aller courir, son cerveau, par défaut, lui enverra son premier message: reste couché, redécale ton réveil. Là, il faut aller à l'encontre de ça et y aller. D'où la discipline peut être importante. Se dire, voilà, tel jour, je me réveille tôt et j'y vais. Et je me remets pas en question à chaque fois, je ne négocie pas avec moi-même. Donc, on y va. Par contre, si on est dehors et qu'au bout d'un quart d'heure, on se sent pas bien, là, on fait demi-tour et on rentre. On se met surtout pas en situation de souffrance. S'il n'y a plus le plaisir, on abandonne, on laisse tomber. On retourne se coucher. Un jour, ça m'est arrivé, je suis parti faire un footing. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, j'étais pas bien. Je suis rentré, j'ai pris une douche, je me suis reposé. Le lendemain, j'ai reproduit le même schéma où je suis reparti, je me suis motivé. Parce qu'en réalité, comme j'ai pas créé de souffrance, j'ai eu un peu de déception, mais pas de souffrance. Donc, j'ai reproduit le même schéma, je suis parti courir. J'étais parti pour courir 1 heure, j'ai couru 2 heures. Parce que par contre, là, je me sentais bien. Et je peux m'autoriser à me dire, non, aujourd'hui, je suis pas bien, donc je rentre chez moi. Et comment tu gères la déception, donc, la discipline, ouais. Déjà en se disant que c'est pas une déception. On a le droit d'être bien, on a le droit d'être pas bien. C'est ce qui fait que nous sommes des êtres humains. On a des émotions. Il faut comprendre qu'on peut avoir une démotivation, on peut craquer, il faut l'accepter. Encore une fois, si la perte de poids est une frustration, ça ne marchera pas. Parce que la frustration n'est pas un plaisir. Si de temps en temps, 1 fois par mois, vous êtes avec des amis, vous avez envie de manger un bon repas, quelque chose qui finalement vous dites non, c'est pas bon que je mange, je sais pas, un steak frites ou des conneries. Vous en avez envie, allez-y, faites-vous plaisir. Parce qu'à partir du moment où c'est occasionnel, il n'y a aucun souci. Quand je suis avec mon fils et qu'il veut manger de la pizza, je ne vais pas lui dire tiens, mange de la pizza. Moi, je vais manger du poisson. Je vais manger de la pizza avec lui. Par contre, déjà, je vais faire attention à la quantité. Il ne faut pas que ce soit là pour combler un vide. Je vais manger 1 part ou 2, ça va me suffire. Et après, ça reste occasionnel. Ça ne va pas être tout le temps. Ouais, c'est ce que j'aime bien dire en général aux personnes que je coach. C'est que des fois, que ce soit bien ou pas bien, que ce soit un succès ou un échec, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, au final, ça reste un résultat. C'est un résultat, c'est bien ou pas bien. On sait tous, en tout cas nous deux, par rapport à la PNL et ceux qui s'intéressent un peu à la PNL, c'est que tout le monde a une perception déformée déjà de quand tu prends l'information, mais en plus, par rapport à ta carte,
mais aussi par rapport à ta façon de voir les choses, si tu es visuel, si tu es kinesthésique. Enfin, il y a quand même, on va jamais percevoir la même information. Il y a des gens, ils vont courir et être joyeux sous la pluie, il y a des gens, ils vont courir et être joyeux sous le soleil. Il y a des gens, l'un ou l'autre, de toute façon, ils resteront à la maison. Donc, ça reste un résultat. Et moi, je dis, donc, il faut apprendre de ce résultat. Donc, bah, s'il fait beau, je vais mettre en débardeur pour aller courir. S'il pleut, bah, je vais mettre un kawaii. Mais dans tous les cas, j'apprends de ce résultat. De ce résultat, si j'en apprends, je grandis. Si je grandis, je m'approche de mon but final, de mon succès, donc la perte de poids ou le plaisir ou être heureux ou être un bon entrepreneur. En soi, tout vient du positif ou négatif. En soi, c'est qu'un résultat. Bien sûr, j'aime beaucoup ce terme parce que une personne qui va perdre par exemple 10 kilos et finalement au bout de quelques jours va se peser, va reprendre 3-4 kilos, elle peut le vivre comme une déception en disant « Ah mince, ça y est, finalement, s'envoyer des messages négatifs, ça y est, je suis nul, j'ai pas été capable, etc. » Ou juste voir cette conséquence comme donc un résultat et se dire « Ok, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça ?» Donc à quel moment, est-ce que c'est parce que j'ai relâché ? Est-ce que j'ai relâché un peu l'activité sportive ? Est-ce que je me suis encore reparti dans ma routine de mal manger ? Donc qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation ? On a toujours à apprendre. Il y a du positif dans le négatif, toujours. Quoi qu'il nous arrive dans la vie, il y a du positif dans le négatif. Et même si on peut voir cet élément comme quelque chose de négatif, j'ai repris du poids lorsque j'étais dans une bonne lancée, dans une belle courbe de perte. J'ai repris du poids. Qu'est-ce qu'il y a de positif là-dedans ? Qu'est-ce que je peux en tirer de positif ? Parce qu'en réalité, si on met la déception, donc dans la situation, on met le négatif tout en haut, on va se sentir rabaissé. Si finalement, en inverse, on met le positif en haut, en disant je vais utiliser cette expérience comme de l'apprentissage et comme recadrer, affiner ce qui n'allait pas, ben, il n'y a pas de déception. À aucun moment, il y a de la déception. Bon, et du coup, on va retourner sur ma question de tout à l'heure, il y a 10 minutes. Mais en enlevant le mot routine, est-ce que tu avais une discipline particulière, toi ? Est-ce que tu avais un emploi du temps ou quelque chose que tu as suivi pendant cette transformation ? J'ai mis des photos, alors j'en remettrai un petit peu après, on les postera aussi, mais j'ai mis des photos de la transformation et on voit à quel point, j'ai mis celle où tu es habillé et une où tu es à la plage. Déjà, quand tu es habillé, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus impressionnant. Il y a le double menton et tout ça. Alors que quand tu es sur la plage, tu es juste une personne un peu enrobée, quoi. Mais oui, c'est une condition différente. J'avais une carrure assez large. C'est vrai que quand on voyait, j'étais très très imposant. On me disait souvent, les membres de ma famille me disaient souvent que c'était comme ça, c'était une famille en fait. C'est héréditaire, on doit être grand, costaud, etc. Je pense qu'effectivement il doit y avoir une part de ça, mais en réalité, quand on voit sur les photos, tout a été transformé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ce côté imposant, il n'y a plus ce côté très très fort, à la fois avec de la masse graisseuse mais musculaire. Il y a plus tout ça. Alors pour la discipline, pour répondre à ta question de la discipline, je pense que ça va être au cas par cas. Il y a vraiment des personnes qui vont devoir s'instaurer des règles très précises pour avancer. Moi, dans mon état d'esprit, je suis plus quelqu'un de spontané. C'est-à-dire que je pratique plusieurs activités physiques, plusieurs activités sportives, pardon. Donc, je fais de la marche, de la course, de la natation, de la boxe. Bon, les cours de boxe sont 2 jours par semaine, eux sont fixes. Après, pour le reste, je vais beaucoup travailler sur l'impulsivité. Je vais me dire, tiens, quelle activité sportive j'ai envie de faire aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va me faire le plus plaisir ? Et je vais dire, j'ai envie de décontracter un peu, je vais aller faire de la piscine. Alors pareil, je vais me mettre dans la piscine. Le but, c'est pas d'atteindre des objectifs et de nager comme un malade le plus vite possible ou faire un record du monde. Non, c'est de la détente. C'est-à-dire, je préfère nager doucement sur de la durée que de nager vite à court terme. Par contre, la discipline, c'est maintenir un rythme sportif. C'est juste me dire, voilà, faut que je fasse du sport. De toute façon, à partir du moment où je diminue l'activité sportive, je le sens sur mon état mental, c'est-à-dire par rapport à mes réflexions, par rapport à mes émotions, tout change
et également sur mon corps. Donc, en réalité, c'est devenu une addiction parce que je prends tellement de plaisir à faire du sport et à me sentir bien. Parfois, je dois prendre des décisions difficiles euh, par rapport à mon boulot ou autre, où j'ai l'impression finalement d'être dans une bulle et de pas réussir à réfléchir. Et je me dis, ok, je vais aller faire une séance de sport, je vais aller courir, je vais aller marcher, je vais aller libérer, je vais faire le vide. Et souvent, là, à ce moment-là, je mets même pas d'écouteurs, j'écoute pas de musique, rien. Je vais me retrouver avec moi-même. Et là, à la fin de la séance ou pendant la séance, il y a des perspectives qui s'ouvrent, des réponses à mes questions qui apparaissent que je n'arrivais pas à voir parce que j'étais comme dans un brouillard. C'est une sorte de méditation en fait. Pardon. Bien sûr. Et d'ailleurs, ça m'arrive aussi. En fait, comme c'est le sport, je l'associe au plaisir. Il n'y a pas de challenge ou de but. C'est-à-dire que je commençais à courir. Par exemple l'été, ça m'arrivait de arrêter une course, de m'allonger sur l'herbe dans un parc et de faire un peu comme une méditation, une séance de relaxation où je suis au soleil, je ferme les yeux, je me retrouve avec moi-même et je me ressens bien dans un sentiment de plénitude. Et pourtant, j'étais en pleine activité. Mais tu te levais pas genre tous les jours, parce que je me souviens que je te suivais je crois que c'était sur ta page ou sur ton Insta, je me souviens plus, où tu postais tous les jours, encore une journée où je me lève à 5h du matin à courir ou 6h du matin, bien sûr. Plus, mais... Du coup, c'était tous les jours, oui, sûr. Cette discipline, c'était tous les jours, donc il y avait quand même une certaine... En fait, je fais quasiment j'essaie de faire du sport tous les jours. Okay. Alors, c'est pas tout le temps, parce que c'est en fonction de notre emploi du temps, parce qu'on a tous des emplois du temps plus ou moins chargés. Dans mon idéal, j'aimerais en faire tous les jours. Je me sentirais bien à en faire tous les jours. Alors, quand on en fait tous les jours, il faut vraiment en faire doucement, parce que sinon le corps ne suit pas. Ouais. Si on court 2 heures tous les jours, on va se blesser et on sera pas bien. Mais oui, de façon régulière ou bien sûr, souvent que ce soit le soir ou le matin tôt, des fois je me dis allez, il faut que je fasse du sport. Si le soir, par exemple, je me dis non, là ce soir je suis fatigué, j'ai une journée très très chargée et je me sens pas de faire du sport, je vais aller courir un peu, je vais faire demi-tour, je vais rentrer, bah là je vais mettre mon réveil tôt le matin et par contre là je vais y aller. Nice. Donc oui, ça reste, on va dire sur 7 jours par semaine, je vais peut-être faire 5 jours de sport. Mais encore une fois, il y a des semaines où je vais peut-être faire une fois du sport dans la semaine. Ça va être, voilà, faut pas que faut pas que ça devienne une obsession et que derrière on arrête de vivre. Il faut quand même vivre, il faut quand même, voilà, avoir une vie sociale, familiale. On peut pas se dire tout le temps, bon voilà, les gens qui ont une femme, des enfants ou voilà, les couples ne peuvent pas toujours tout mettre de côté juste pour leur activité. Ouais. Mais par contre, au lieu de regarder une série télé ou un film le soir, aller faire une petite marche, même d'une petite demi-heure, ça fera du bien. Ouais, ça va permettre de se retrouver avec soi-même et finalement retrouver son conjoint ou sa conjointe et se sentir bien auprès de cette personne-là. Et du coup, on n'a pas eu le temps trop de répondre aux questions. Il nous reste encore du temps, en soi, on n'est pas à la pièce non plus. Mais il y a une question qui est arrivée bien avant les autres. Et du coup, j'aimerais qu'on se fasse un plaisir d'y répondre. Et c'était la question de Christophe. Alors Christophe qui nous disait bonjour, d'abord merci pour la proposition d'atelier. Merci Christophe déjà de vouloir participer. Alors Christophe nous dit que c'est un papa de 3 enfants en bas âge, un enfant de 5 ans, un enfant de 3 ans, un enfant d'1 an. Et que c'est assez difficile pour lui de concilier des repas light et équilibrés, mais aussi les volontés des enfants qui veulent évidemment que des pâtes. Donc toi tu as un enfant d'ailleurs, donc ça pourrait être intéressant ça va être intéressant d'avoir ton point de vue, parce que moi je ne me sens pas concerné. Donc les notions d'éducation et de respect, il y a papa qui mange un menu différent, donc ça par contre il y a toujours des moyens ou d'autres, après tout dépend de l'autorité du papa ou de la maman à la maison, mais c'est sûr qu'il faut toujours pouvoir affirmer son autorité je mange quelque chose et pas je mange quelque chose parce que je suis grand, donc tu as peut-être des techniques particulières. Et une autre question, il dit du coup, est-ce que si sport il doit y avoir, pourrait-on y mettre des impératifs de facilité, donc parce qu'apparemment ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de sport, et de courte disponibilité. Alors, pardon et merci pour ces impératifs très précis. Alors déjà, pas pardon, parce que
écoute, Christophe, on est là pour ça. Moi, donc, je vais pas répondre à toute la première section parce que je suis pas papa déjà. Et puis, ces trucs d'éducation, je suis pas très sûr où me positionner encore. Pour les impératifs de facilité et de disponibilité, après, je vais rebondir sur exactement ce que tu nous as dit au début, c'est qu'à partir du moment où c'est un plaisir, peu importe le type de sport, ça deviendra facile, que ce soit de la marche ou que ce soit de la course, faire du vélo avec ses enfants, courir avec ses enfants, aller à la piscine avec ses enfants ou seul. Et les enfants en général sont assez... Enfin, on dit souvent que les enfants sont hyperactifs ou qu'ils sont turbulents, mais c'est juste parce qu'ils ont besoin de cet espace, ils ont besoin de courir, ils ont besoin de faire du vélo. Du coup, ils seront encore plus motivés que vous et ils peuvent vous donner ce côté un petit peu motivant. Et pour disponibilité courte, moi, pour avoir fait un petit peu j'ai utilisé des applications comme Freeletics ou des applications de CrossFit. Je sais qu'il y a des trucs comme HIIT, H-I-I-T, donc en gros haute intensité, et qui suffisent. Je vois, pour faire des abdos par exemple, il y a toujours des gens qui font des abdos pendant 45 minutes, une session, et qui n'ont pas l'impression de bouger. Mais faire 7 minutes intensives, ou par exemple courir en fractionné, donc faire un sprint, s'arrêter 20 secondes, faire un sprint, s'arrêter 10 secondes, faire un sprint, s'arrêter. En fait, ça aura beaucoup plus d'impact en soi. Après, attention, si vous êtes en surpoids, faire des sprints comme ça et tout, ça peut être très intense. Et peut-être que le cœur ne suivra pas. Mais en soi, c'est beaucoup plus. Enfin, c'est prouvé que pour taper dans le muscle et taper dans les graisses et tout ça, c'est beaucoup plus efficace d'avoir un truc qui est court, justement, mais plus intense. Donc, en soi, le truc du je dois faire du sport pendant 1 heure, 2 heures ou 3 heures, pour moi, c'est un mythe. Il y a des grandes vidéos, enfin, il y a des vidéos qui sont très réputées sur YouTube de abdos en 7 minutes ou corps parfait en 7 minutes. Et on pense que c'est du pipeau, mais c'est pas du pipeau du tout. Alors, certes, dans les 7 minutes, il n'y a pas l'étirement et il n'y a pas l'échauffement et l'étirement qui sont très importants pour pas se blesser. Mais 7 minutes, 10 minutes, moi, je peux vous dire que je faisais des exercices Freeletics, donc qui est une application où il y a des exercices gratuits, mais on peut les trouver sur YouTube, sur Facebook, partout. Très intense. Et on fait 10 minutes, on a l'impression d'avoir fait 45 minutes, 1 heure, 2 heures de salle. Et en plus, on peut le faire chez soi dans son salon. Après, tu peux donner ton avis là-dessus. Et j'aimerais surtout que toi, tu répondes aux questions des plats light et équilibrés, de comment motiver donc, ses enfants à manger ce genre de choses. Ou comment pouvoir faire en sorte que papa mange un menu différent des enfants. Alors, je vais juste ajouter un truc par rapport à ce que tu as dit par rapport au planning. Ouais. En fait, il y a 2 types de réflexion. Soit on regarde les solutions, soit on regarde les problèmes. Ouais. Il y a des personnes qui vont trouver finalement cette facilité à se dire j'ai un emploi du temps trop chargé, c'est trop facile, c'est trop beau ce qu'il raconte. S'il aurait mon emploi du temps, il pourrait pas. Certes, je pourrais pas faire ce que je fais avec un emploi du temps autre. Par contre, c'est pas parce qu'on a un emploi du temps chargé qu'on ne peut pas caler une activité sportive. D'accord ? L'idéal, c'est de prendre une feuille et un papier et de noter sa journée, ce qu'on fait dans la journée. Il faut savoir qu'en France, en moyenne, un Français regarde 4 heures la télé par jour. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai banni déjà, c'est la télévision, chez moi. Donc, vous prenez une feuille, un stylo et vous notez votre journée, depuis votre réveil jusqu'à votre coucher. Et à partir de là, vous modifiez, vous voyez ce que vous pouvez moduler afin de trouver une demi-heure pour faire du sport. Si vous arrivez à faire une demi-heure de sport par jour, vous aurez du résultat. Rien que ça. Concernant l'alimentation, il faut, en fait, moi je serais plutôt d'avis de dire qu'il ne faut pas imposer sa vision du monde aux autres, que ce soit enfant, conjoint, etc. Si Christophe a besoin de perdre du poids, il ne peut pas imposer ça au reste de sa famille. Donc, il n'y a rien de mal à manger différent que ses enfants, et c'est certainement mieux de ne rien dire et de faire, c'est-à-dire laisser les enfants manger des pâtes, comme il le précise, et lui, finalement, à manger le soir une soupe ou une salade verte, sans forcément être en train d'insister avec l'enfant, dire
oui, mangez plutôt ce que moi je mange, c'est mieux pour votre santé. Au lieu de réagir de cette façon-là, réagir dans le sentiment inverse. Laissez-vous devenir un exemple. Parce que l'enfant, à un moment ou à un autre, aura cette curiosité de dire, tiens, papa, il a l'air de manger mieux qu'avant. Il a du résultat parce qu'il est en train de perdre du poids et l'enfant, automatiquement, vous verra comme un modèle. Ouais. Et finalement, peut-être pas tout de suite, mais au fil du temps et des années, il peut modifier également son alimentation parce qu'il aura appris, par l'expérience de son propre père, que modifier l'alimentation, en réalité, a un impact sur le physique, sur le mental et sur l'environnement, en fait. Ouais, Donc, voilà. Je suis tout à fait d'accord. Et moi, du coup, je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. J'étais pas trop au courant que les gens regardaient 4 heures la télé par jour. C'est vrai que je la regarde très peu. J'ai 3 télés chez moi et elles sont toutes débranchées. Alors certes, je regarde beaucoup de films en streaming ou de temps en temps, je regarde un peu Netflix. Mais des documentaires sur la nutrition, justement, j'aime bien regarder les chefs pendant que je mange ou deux fois de me faire une pause. Mais je regarde pas la télé, je regarde pas les informations. Mais moi, vraiment, en tout cas, le vice des gens de ma génération, pas pour dire qu'on est différentes générations, mais j'ai 32 ans et du coup, je suis peut-être un peu plus jeune que toi. Et nous, c'est le téléphone portable où là, par contre, je passais, moi, peut-être 6 à 8 heures par jour sur le téléphone. Et en fait, on s'en rend pas compte, mais parce qu'il me sert de réveil, il me sert de Facebook, il me sert de je prends mes notes, il me sert de je travaillais, il me sert de ci, il me sert de ça, je connecte avec mes parents, je connecte avec mes amis. Donc j'étais tout le temps sur mon téléphone. Et là, donc j'ai installé une application qui s'appelle Moments, un moment avec un S, pour les francophones. Et du coup, c'est une application qui m'a permis de traquer un petit peu, de vérifier combien de temps j'utilisais mon téléphone et de me dire, au final, pourquoi 2 heures par jour déjà utiliser son téléphone, c'est énorme, et d'essayer de réduire à ça. Donc, alors je suis un peu plus, je suis en général dans les 3 heures, il me semble, mais je suis à peu près à 3 heures, mais je suis passé de 8 heures à 3 heures. Et ce qui me donne beaucoup plus de temps pour maintenant développer mes cours, passer du temps en webinaire avec toi, passer du temps à profiter d'autres choses, peut-être à faire du sport. Donc voilà, c'est peut-être en plus de la télé. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est souvent, je crois que c'est la réflexion numéro 1 qu'on me fait, le manque de temps. Ouais. C'est vrai que, alors je connais pas toutes les marques et tous les modèles de smartphones, mais notamment sur les iPhones, dans les paramètres, dans batterie, il me semble de tête, ouais, on a les pourcentages et les temps sur telle et telle application. Quand on voit le temps qu'on passe, notamment sur les réseaux sociaux, on peut se dire qu'on peut prendre 30 minutes par jour pour faire un peu de sport. Ouais. Vraiment. C'est surtout un voile et une facilité de finalement se dire non, moi, mon emploi du temps ne me permet pas de faire. Oui, effectivement, tout le monde ne peut pas faire 2 heures de sport par jour. Moi-même, je ne peux pas faire 2 heures de sport par jour, j'ai pas le temps. Mais on peut s'adapter. En fait, il faut la seule logique là-dedans, c'est d'adapter le sport à son emploi du temps et pas l'inverse. Si une personne qui a un emploi du temps chargé se dit il faut que je fasse 3 heures de sport par jour, elle va laisser tomber et elle va continuer à regarder ses séries télé. Ouais. Du coup, voilà. Moi j'ai une question qui me trotte un petit peu, c'est que c'est encore une fois c'est des mythes ou pas. J'aime bien casser les mythes. Et là donc il y a le mythe du ouais, mais toi, tu as 40 kilos à perdre, c'est beaucoup plus facile de perdre tes 40 kilos parce que moi, j'en ai que 5 et du coup, ça se verra moins ou il faut que je fasse du sport plus intense ou un truc comme ça. C'est quoi le plus difficile, de perdre 40 kilos ou d'en perdre 5? Alors, en réalité, oui, je pense qu'en perdre 5 est plus difficile. Ouais. Parce que quand on a 40 kilos à perdre, on peut rapidement perdre 5 ou 10 kilos. Ouais. Ça va très rapide, c'est très, très rapide. Moi-même, comme je disais au début de la vidéo, j'ai fait des expériences avec des régimes où je perdais 5-10 kilos très rapidement. Et c'est vrai que c'est une courbe qui descend, qui diminue, parce que au début, je perdais, on va dire le premier mois 5 kilos, après 4 kilos, ainsi de suite. Et ça va aller en descendant. Ça, c'est complètement normal. Après, encore une fois, l'environnement, le quotidien, la discipline n'est pas la même pour une personne
qui doit perdre 5 kilos et une personne qui doit en perdre 40. La personne qui doit perdre 5 kilos mettra plus de temps à perdre 1 ou 2 kilos qu'une personne donc, qui doit en perdre 40. C'est vraiment deux méthodes différentes. C'est pour ça que, bon, à travers les vidéos, aussi bien Facebook que là, webinar, on parle encore une fois de façon générale, mais après, il faut une séance de coaching vraiment personnalisée pour pouvoir modifier la routine pour en faire justement une discipline et avoir vraiment des résultats concrets. Et toujours avec le facteur plaisir. Ouais, et du coup, moi, la question plus pour toi, j'avais remis une photo de toi justement pour voir la différence. Toi, vraiment, ton expérience perso, encore une fois, c'est quoi le plus dur? C'est perdre tes 40 kilos ou c'est maintenant que tu es svelte, beau gosse, bien coiffé et tout? Et d'ailleurs, bon, ça on en parlera un petit peu après, mais tu as également, je pense, tu as changé ton style, tu te sens plus à l'aise, ou enfin tu as l'air en tout cas plus à l'aise, tu te permets des fringues, t'as changé. Donc on sent qu'en plus, tu as repris peut-être un peu plus confiance en toi, ou enfin je sais pas, hein, mais tu dégages ce truc-là. Donc en plus de la perte de poids, tu as perdu du poids, mais tu as gagné de la confiance. Bref, la question c'était, c'est quoi le plus dur? C'était perdre les 40 kilos ou c'est maintenant que tu es comme ça, de rester comme ça? Alors j'aurais tendance à dire que c'est peut-être aujourd'hui que c'est le plus difficile, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester sur ses acquis et continuer. Parce qu'on est un peu comme l'âne derrière la carotte. C'est-à-dire que l'objectif de perdre du poids, le désir de perdre du poids étant la carotte, la motivation qui nous permet d'atteindre ce résultat est la carotte. Une fois qu'on a atteint l'objectif, donc on se sent bien dans sa peau, on doit continuer à faire du sport et c'est pour ça que dans le processus de perdre du poids, donc le plaisir est important parce que après on continue à faire du sport pas pour perdre du poids mais simplement par plaisir. Et là, si la personne n'a pas intégré le plaisir à son processus de perdre du poids, une fois qu'il aura atteint son objectif de poids, il risque de reprendre le poids derrière. Du coup, c'est pour ça que le facteur plaisir, encore une fois, est très important. Du coup, aujourd'hui, tu continues à te lever à 4h du matin? Oui, ça m'arrive encore de me lever à 4h du matin, d'aller faire des séances de footing, des longues séances de footing. Voilà. Après, encore une fois, je l'adapte à mon emploi du temps parce que j'ai aussi un planning chargé et j'essaie de faire ce que je peux. Mais oui, je continue. Et je pense qu'il faut toujours se lancer des challenges, des plaisirs. Voilà, c'est important. Parce que c'est vrai que quand on se retrouve à regarder des vidéos comme celle-ci, c'est qu'on est dans un mal-être. On est en surpoids, on n'aime pas se regarder dans la glace, on n'aime pas se voir nu devant une glace, on n'aime pas le regard des gens envers nous. Et donc, on a besoin de se dire, j'aimerais retrouver confiance en moi, j'aimerais pouvoir séduire, j'aimerais pouvoir me sentir bien. Et quand on commence, donc on perd du poids, c'est vrai qu'on retrouve ce facteur. Moi, j'étais dans des vêtements, des t-shirts de 3-4 XL. Aujourd'hui, je suis entre S et M, ça dépend des marques. Mais c'est vrai que quand je commence à perdre, le fait de pouvoir me rhabiller et de voir un résultat plaisant, c'est extraordinaire. Déjà, avant, les 3 quarts du temps, je rentrais dans un magasin, j'étais limite en colère parce qu'il n'y avait jamais ma taille. Ouais. Je regardais, je voyais des vestes qui me plaisaient. Je la prenais, je mettais un bras dedans, je me disais bon, c'est même pas la peine, celle-là c'est pas pour moi. Et ça me frustrait. J'étais arrivé à un stade où j'allais même plus dans les magasins parce que je ne supportais plus ça. Donc après, quand j'ai commencé à perdre du poids, là par contre, je trouve ma taille facilement et effectivement, je peux changer de look, changer de look au niveau de la coiffure, au niveau des vestimentaires, et voilà, on apprend à se redécouvrir en fait. Et surtout quand on a été en surpoids comme moi pendant longtemps, on apprend à se redécouvrir et à redécouvrir, donc à plaire, à séduire, ça développe du charisme, de la confiance en soi, et on se sent bien avec soi-même.
Le seul sport que j'ai pratiqué, et c'était occasionnel, c'est-à-dire une fois par an, pardon, une fois par mois, c'était la boxe. Ouais. Je faisais du kickboxing et j'en fais encore. Là encore, j'ai commencé, j'étais jeune, avant ma prise de poids, donc j'ai acquis une technique assez rapidement. Et après, j'étais frustré parce que en réalité, je pouvais pas m'entraîner avec les gens qui avaient la même technique que moi parce que j'avais pas l'endurance. Ouais. Et en même temps, je devais m'entraîner avec ceux qui avaient mon endurance ou qui avaient moins technique, donc les débutants. Et finalement, j'arrivais pas à trouver mon équilibre. Et aujourd'hui, je me sens bien dans ma catégorie. Donc, je peux m'entraîner avec ceux qui ont de l'expérience et ça m'a complètement changé la vie. En réalité, les personnes qui regardent cette vidéo, qui ont besoin de perdre du poids, n'ont pas conscience du plaisir que ça va amener derrière de perdre du poids. On peut l'imaginer, on peut se dire oh, ça va être bien pour telle ou telle chose, mais il y a 1 milliard de choses que vous allez faire dans votre quotidien et vous allez vous dire mais je comprends pas. Qu'est-ce que je faisais avant ? C'est kiffant. C'est kiffant de faire ça avec telle facilité. C'est extraordinaire. Et moi, ça, si j'arrive vraiment à inculquer ça à mes coachés, j'ai toujours eu ce sentiment de m'être réveillé le matin et d'avoir perdu 40 kilos. Ouais. En fait, j'ai tellement pris plaisir à perdre ce poids qu'il n'y a pas eu vraiment de challenge difficile, de douloureux, de vraiment quelque chose de frustrant ou autre. Ça a vraiment été plaisant que plein de fois, alors maintenant je m'y suis habitué, mais quand j'ai atteint ma silhouette que je désirais, je me regardais dans la glace, ça m'arrivait de me lever dans la nuit et d'aller me regarder dans la glace parce que j'avais l'impression, sincèrement, j'avais l'impression que c'était un rêve et que je m'étais réveillé avec 40 kilos de moins. Je me dire, mais parce que 8 mois, au final, c'est très rapide quand tu penses que tu as été obèse pendant, tu disais, 17 ans, c'est ça ? Ouais, j'étais dans une obésité morbide et c'est vrai qu'après, je me dis, mais c'est limite, on a l'impression d'avoir volé le corps à quelqu'un d'autre. On se dit, on se regarde, parce que ça, c'est un facteur où le cerveau a besoin de réapprendre. Et même ses amis, même ses connaissances. Je me souviens qu'un jour, j'ai rejoint un ami dans un café qui m'attendait, il est arrivé avant moi. Je suis rentré dans le café, il s'est retourné, il m'a regardé et il a continué ce qu'il faisait parce qu'il attendait de voir le Rodolfo en surpoids rentrer. Et pourtant, il m'avait déjà vu après ma perte de poids. Mais voilà, le cerveau a besoin d'assimiler cette nouvelle personne. Et il y a encore des personnes aujourd'hui, donc 1 an après, des personnes que je vois régulièrement, qui me disent, mais même encore aujourd'hui, ça me fait bizarre de te voir de cette façon-là. Ouais, 17 ans. Et moi, moi j'adore parce que même j'ai fait après des examens pour être sûr, j'ai été voir un pneumologue, un cardiologue, comme je faisais beaucoup de sport pour être sûr que tout allait bien. Et même les médecins me disaient, on voit très peu de résultats sans opération, sans intervention médicale, chirurgicale. Oui, j'ai vraiment atteint un résultat par moi-même. Comment ? Oui, parce que du coup, il disait sans chirurgie, parce que du coup, ton estomac était plus grand. Du coup, il faut qu'il se rétrécisse, il faut qu'il garde, enfin, il faut bien qu'il se mette à un endroit. Les intestins aussi, je crois, qui grandissent. En fait, chirurgie, c'est surtout les personnes qui font donc la sleeve, qui est l'anneau gastrique. Voilà, il y a plusieurs opérations chirurgicales qui permettent de perdre du poids. Et voilà, il y en a beaucoup. Mais voilà, moi, j'ai vraiment eu besoin de rien et c'est vrai que c'est souvent les premières questions. Tu as eu besoin de plaisir, quoi. Tu as mis un anneau ? Ah oui, moi, ça a été purement du plaisir. Et vraiment. Du coup, en entrepreneuriat, on dit souvent, ou en tout cas un petit peu dans ces trucs, les vidéos, Tony Robbins, tous les gens un peu motivation, entrepreneuriat et tout, on dit tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent le plus. Et du coup, toi qui étais un peu seul dans cette aventure, comment tu as trouvé des partenaires, tu vois, ou des sparring partners ou des gens qui t'ont aidé? Est-ce que tu écoutais des podcasts? Est-ce que tu avais des coachs? Est-ce que tu regardais des vidéos? Est-ce qu'il y avait des trucs qui au quotidien t'inspiraient un petit peu? Non, j'ai tout fait moi-même. C'est-à-dire que même j'ai pas regardé des vidéos de motivation dans l'idée de perdre du poids. Non, j'avais besoin. En fait, je suis arrivé à un moment de ma vie où j'avais besoin de me sentir bien avec moi-même
aussi bien mentalement que physiquement. Donc ça a été vraiment une transformation globale et je sentais que le fait de faire du sport m'aidait énormément dans mon quotidien, professionnellement parlant, dans mes relations avec les autres. Je me sentais beaucoup mieux, j'étais moins impulsif, moins colérique, voilà, j'arrivais à mieux gérer mes émotions à travers donc les activités sportives. Et en fait, voilà, à un moment, je me suis dit, je sais qui j'ai été pendant ces 17 années, qui je veux devenir demain. Et donc modifier, transformer ce qu'on appelle les croyances limitantes en croyances dynamisantes. Prendre le négatif pour le transformer en positif. Et aujourd'hui, je me sens très bien avec moi-même. Du coup, la PNL t'a beaucoup aidé quand même. Parce que ça, c'est bien sûr, ça a été vraiment le pilier de. C'est pour ça que c'est bien de voir des nutritionnistes, diététiciens, voilà, des médecins pour perdre du poids, mais c'est vrai qu'on comprend qu'est-ce qui fait qu'on a envie de plutôt manger un hamburger que du poisson. Quand on arrive à comprendre ça, c'est beaucoup plus profond. Après, la perte de poids, en réalité, il y a deux travails. Il y a le travail de façade, donc l'activité sportive, l'alimentation, etc. Mais il y a le travail de fond. Dans beaucoup de cas, les personnes qui ont des addictions, donc que ce soit alimentaire, que ce soit l'alcool, que ce soit la cigarette, peu importe, quand il y a une addiction, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en interne. Et c'est ça qu'il faut être capable de comprendre et de modifier. Donc il y a un travail de fond à faire au-delà du travail physique. Il y a vraiment un travail de fond à comprendre. Okay. Donc, du coup, c'est ce qu'on disait un petit peu avec Perrine au séminaire d'avant, c'était un petit peu la différence entre elle, diététicienne et nutritionniste, mais elle se considérait coach nutritionniste, coach diététicienne, parce qu'elle disait qu'il y avait comme un suivi, il y avait des explications, il y avait tout ça. C'est pas t'arrivais, tu payais ta séance, tu partais. C'était vraiment toute une compréhension, Enfin, quand tu prends du coaching en général, moi je sais que c'est ce que je suis en train de faire là, je travaille sur donner des cours, donner des bases où la personne elle arrive et je lui explique toutes les fondations, pas que l'action. Alors certes, le coaching plus que la thérapie, enfin thérapie et coaching un peu similaire, mais plus que la psychanalyse par exemple, quand tu fais du coaching en PNL ou de la thérapie en hypnose et tout ça, on travaille comme tu disais tout à l'heure sur les solutions, on travaille pas trop sur les problèmes. Mais en soi, ce qu'on va arriver, c'est qu'on va t'expliquer et après on va te faire passer à l'action. Mais d'abord, on va t'expliquer tout un truc, on va te donner tout un consensus. Et je pense que c'est ce que tu essayais de dire, c'est qu'une fois que tu as compris pourquoi tu fais ça ou pourquoi tu agis comme ça, tu comprends qui tu es. Et donc du coup, une fois que tu sais ce que tu as dans tes bagages, tu sais jusqu'où tu peux aller ou ce que tu dois changer pour aller là où tu veux aller. Bien sûr. En réalité, pour épurer le truc, toute addiction est là pour éviter une émotion. Toute addiction est là pour éviter une émotion. C'est-à-dire qu'une personne qui fume, elle va avoir envie de fumer parce qu'elle va sentir dans un moment de stress. Donc ça va être toujours lié à une émotion. Après, il peut y avoir aussi je me sens bien, je fume, je me sens bien, je mange, je me sens pas bien, je mange. Mais c'est toujours lié à une émotion. Toujours. Quand on arrive à comprendre ça et à modifier ça, on a déjà fait une grande partie du travail. Ok, nice. Bon, et du coup, là, pour finir un petit peu, enfin, pour finaliser, un coaching, là, comme ça, un coaching qui n'est pas un coaching de nutritionniste ou un coaching sportif, un coaching de plaisir de prendre du poids. Un coaching comme ça coûte combien? Alors, ça va dépendre parce que, effectivement, le tarif va être en fonction de la personne, c'est-à-dire ça va être personnalisé en fonction de l'objectif, parce qu'une personne que je vais suivre pour perdre 5 kilos ou 10 kilos ne va pas avoir le même prix qu'une personne qui va avoir besoin d'un an de suivi. Donc, en général, une séance de coaching se tourne dans les alentours d'entre 70 et 80 euros, une séance de coaching. Après, voilà, encore une fois, de façon personnalisée, on peut faire des packages sur 1 ou 2 mois, sur 6 mois, 8 mois, 10 mois, ainsi de suite. Sachant que ce que je propose aussi, et ça marche parce qu'il y a
plusieurs de mes coachés qui en ont fait appel, c'est ce que j'appelle un peu l'appel d'urgence. C'est-à-dire quand la personne est un peu en état de détresse parce que voilà, elle a eu une journée difficile, elle a cédé, elle a mangé des choses que elle voulait pas manger, donc elle s'est retrouvée à céder finalement et à culpabiliser, à être pas bien. Elle va m'envoyer un message et on va organiser un appel assez rapidement en fonction de ma disponibilité, de façon à faire recadrer, faire un recadrage et reprendre les choses doucement. Parce qu'on a le droit après d'avoir des moments où on dérape un peu, ou voilà. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo juste avant les fêtes de fin d'année, disant voilà, on a le droit de s'autoriser à se faire plaisir et ne pas. Le but, c'est de ne pas être dans la frustration. Ouais. C'est ce que je fais beaucoup aussi, c'est ce que j'explique aux gens que je coach, parce que les gens que je coach en général sont allés voir des thérapeutes avant, ou des docteurs, des psychologues ou des psychanalystes, et ils ont l'habitude d'attendre la séance avant de venir me consulter. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas pu se voir pendant 2 semaines ou une semaine et demie. Et du coup, pendant une semaine et demie, on a ouvert certains sujets, on a donné certains outils, et certains outils fonctionnent, d'autres ne fonctionnent pas, ou d'autres fonctionnent tellement bien que ça ouvre les yeux sur certains trucs, positifs ou négatifs. Encore une fois, ça reste qu'un résultat. Mais ils attendent pour me parler la prochaine séance. Du coup, ce qui fait, c'est qu'on doit rattraper toute l'ancienne séance, en parler de tout ce qui s'est passé depuis, et peut-être retravailler sur un truc qui s'est détruit pendant cette semaine ou qui s'est créé et qui est bon ou mauvais, peu importe. Mais donc du coup, je leur dis, continuez à me parler, envoyez-moi un texto, envoyez-moi un email, un WhatsApp ou peu importe, juste un message. Après, j'ai peut-être pas forcément le temps de répondre tout de suite, mais si c'est urgent ou si c'est important, je prendrai le temps, je trouverai le temps. Et même si ça l'est pas, dans ce cas-là, je prendrai 2-3 jours où je dirais parfait, bravo, félicitations. Ça prend 20 secondes d'envoyer un message. De toute façon, comme on disait tout à l'heure, on est toujours sur nos téléphones. Donc, le coaching, vraiment, et c'est pour ça que je conseille plus aux gens en général de se faire coacher plutôt que d'autres choses. C'est parce qu'on va donner tout un support, comme on disait tout à l'heure, des cours, tout ça. Et donc, du coup, toi, hormis ce truc, est-ce que tu fais, pour les gens qui regardent le webinar ou un truc comme ça, est-ce que tu vas faire une offre? Donc, Perrine, elle, ce qu'elle disait, c'est que exceptionnellement, pour les gens qui regardaient le webinar, et je pense que ça fonctionne toujours en replay, à voir avec Perrine maintenant, mais elle offrait 50% et une séance d'initiation, entre guillemets, d'une demi-heure, où elle voyait un peu avec les gens le projet. Est-ce que toi, tu as prévu de faire un truc comme ça pour les gens qui te regardent? Oui, moi, je peux faire une remise de 30% qui amène, il me semble, la séance à 50 €, plus ou moins, de tête. Après, effectivement, je peux faire une heure de coaching offerte, surtout pour voir la motivation de la personne, parce que je ne travaillerai qu'avec des personnes qui ont réellement envie de changer, pas des personnes qui ont juste le déclic de bon, je dois changer, mais je suis pas prêt à passer à l'action, ou par curiosité, je vais voir ce que ça donne. Il faut une réelle motivation. Si la personne a une réelle motivation, elle aura du résultat, parce que nous sommes là en tant que coach pour apporter des outils et des techniques, mais si la personne n'a pas réellement envie de changer ou le fait par obligation. L'autre fois, j'ai une personne, une dame, qui m'a appelé pour son fils qui était en surpoids. Et elle me dit, j'aimerais prendre une séance de coaching pour mon fils. Et voilà. Et je lui dis, mais pourquoi votre fils ne m'appelle pas de lui-même? Elle me répond, parce que il a envie de perdre du poids, mais il ne se donne pas réellement les moyens. Si la personne n'a pas déjà l'initiative de vouloir elle-même faire la démarche le travail ne sera pas concluant derrière. Il faut vraiment la motivation. Il faut que la personne ait le déclic de dire là c'est bon, il faut que je me prenne en main, j'ai encore des années à vivre et plein de belles choses à vivre et j'ai le droit de les vivre pleinement avec mon corps, avec ma tête. Je veux passer à l'action, je veux y aller, je suis prêt. À partir de là, la personne vraiment s'investira dans la séance, dans les conseils, dans tout ce qu'on entreprendra. Si je sens que dans cette première séance de coaching offerte, que la personne a envie, mais sans réellement avoir envie, ça fait perdre du temps à tout le monde. Et certainement, cette personne va perdre du temps et va, moi, me retirer du temps que je pourrais apporter à d'autres personnes qui, elles, ont réellement envie. Donc, voilà, il faut vraiment que la personne soit motivée pour se lancer dans cette belle aventure.
Nice. Donc du coup, si les personnes sont motivées, aujourd'hui, je vais remettre une petite photo pour qu'ils se rendent compte des résultats. Et c'est dommage, c'est qu'il y a des photos de tes résultats, mais il faudrait mettre des photos des personnes que tu as coachées. Mais là, on voit bien la différence avant-après de Rodolfo à l'écran. Et du coup, il vous donne moins 30% parce que vous regardez cette vidéo. Ça va pas une offre qui va durer pendant toute l'année non plus. Et il vous offre en plus 1 heure de consultation gratuite où vous allez pouvoir voir vos objectifs, j'imagine, et puis voir s'il y a une réelle motivation, si avec une réelle motivation, si vous pouvez aller plus loin et profiter de ces services à moins 30%, donc on le rappelle. Donc c'est assez énorme. Pour finir, du coup, si on doit te trouver quelque part un réseau social, parce que tu dois être un peu partout, donc depuis tout à l'heure, je faisais défiler le YouTube parce que bah, tu donnes énormément de contenu gratuit, tu fais pas mal de vidéos. Alors, je sais pas s'il y a une cadence particulière, si tu les fais toutes les 2 semaines, toutes les semaines, ou un truc comme ça, ou un peu au hasard. Non, j'ai pas. Comme pour tout en réalité, je suis très spontané et je fais les choses en fonction de comment je les sens. Et c'est vrai que parfois, je vais faire une séance de coaching avec une personne qui va me poser une question et ça va me donner l'idée de faire une vidéo derrière. Bon, voilà. Après, par rapport à mon emploi du temps, mon planning qui est quand même assez chargé, dès que je trouve du moment libre, j'essaie de mettre des vidéos avec du contenu sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc on peut me trouver sur YouTube, sur Facebook, Instagram, Google Plus également et Google tout court. Si vous tapez Rodolfo Postiglia Coach, vous allez me trouver sur Google et bientôt également sur Doctolib. Ok, Doctolib. Donc du coup, ouais, docteur, ouais. Et tu vas te classer comment? Parce que c'est vrai que moi j'avais essayé d'aller sur Doctolib et il y avait que hypnothérapeute. Et j'ai vraiment envie d'être coach et pas trop thérapeute. Donc du coup, tu vas peut-être toi te mettre en hypnothérapeute ou nutritionniste. Alors ça c'est plutôt récent où Doctolib avant avait le référencement coach uniquement. Maintenant ils l'ont retiré, donc je pense que je serai référencé comme hypnothérapeute parce que je suis également diplômé en hypnose ericksonienne comme tu disais au début. Ouais. Et derrière je proposerai également les séances donc coaching, etc. parce qu'en réalité le coaching aujourd'hui prend énormément de place et beaucoup de psychologues deviennent coach, mais après l'approche reste quand même totalement différente parce que la psychologie est vraiment un univers avec un état d'esprit, le coaching en est un autre. Les deux apportent du résultat, mais une personne qui connaît que la PNL et le coaching sera alors je vais pas dire plus de résultats au moins parce que j'ai pas envie de rentrer dans un débat ce qui est mieux ou pas mieux, mais ça sera une approche différente. Il y a des personnes qui s'y retrouveront plus avec de la psychologie et d'autres plus avec du coaching. Ouais. Je pense que quand c'est vraiment très intense et qu'il y a des grands problèmes, même ouais, quoi que je sais pas, parce que c'est vrai que Erickson avait donc la personne qui a inventé l'hypnose ericksonienne a guéri sa mère d'un cancer juste à travers l'hypnose. Donc voilà, mais c'est vrai que la psychanalyse ou la psychologie ou tous ces genres de choses viennent en général quand il y a des mal-être très très profonds avec des cicatrices ou des trucs comme ça, où on a besoin de trouver ce mal-être. Alors que le coaching, c'est un peu plus quand ça va pas trop mal et qu'on a besoin de résultats. On n'a pas besoin d'abord de solutionner. Donc, parce que la PNL, en tout cas, on se concentre avant tout sur la solution et pas sur le problème. On te dit, ok, donc le problème, comme on disait tout à l'heure avec Rodolfo, ça reste un résultat, positif ou négatif. De toute façon, que ce soit positif ou négatif, si tu n'apprends pas de tes leçons quand tu gagnes, bah, tu ne vas jamais regagner. Si tu n'apprends pas de tes leçons quand tu perds, bah, tu vas toujours perdre. Donc de toute façon, que tu gagnes ou que tu perdes, si tu n'apprends pas, tu n'avanceras pas. Donc l'intérêt, c'est de comprendre que positif ou négatif, bien ou mal, pluie ou soleil, ça reste un résultat. Voilà. Bah, merci beaucoup pour ton temps, Rodolfo. Je ne sais pas si tu voulais ajouter un petit truc. Merci. On n'a pas eu le temps de répondre à vos questions, je suis désolé. Encore une fois, pensez, une fois que la vidéo est finie malheureusement, mais on répondra à toutes vos questions après. On a eu beaucoup d'informations à donner, vous voyez, 1h30 presque. Mais si vous regardez cette vidéo en replay, #replay, et pareil, on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Vous pouvez contacter Rodolfo, comme il disait, sur tous ses réseaux sociaux. Mais le mieux, c'est vraiment de le trouver sur YouTube parce qu'il vous donnera plein de contenu gratuit. Il vous offre 30% puisque vous avez regardé cette vidéo.
Juste, vous allez signaler que vous avez vu la vidéo, j'imagine. Mais en plus, vous avez le droit à une première session gratuite offerte. Voilà, donc du coup, Rodolfo, si tu voulais dire un petit truc. Et puis, voilà, on va couper. Trouver la motivation, le mental, parce qu'il y a plein de belles choses qui vous attendent derrière. Nickel. Bon voilà, merci beaucoup Rodolfo, c'était cool, c'était sympa de se voir, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, ça fait longtemps qu'on s'était pas eu au téléphone. Il faudra qu'on se refasse ça une autre fois. Et puis, bien sûr, avec plaisir. Ouais, voilà. Et on pourra même faire des podcasts, ça pourrait être intéressant. D'ailleurs, voilà, on n'est plus à l'image, mais le webinaire est encore en route. Si, petite question à la dernière minute, si Rodolfo devrait faire plus de vidéos YouTube, dites-le dans les commentaires. Si je dois faire des vidéos YouTube, dites-le moi en commentaire. Pour le moment, comme on disait, on a quand même des emplois du temps assez chargés, mais on peut toujours faire. Encore une fois, on peut toujours trouver le temps, comme disait Rodolfo. Mais est-ce que vous seriez intéressé par des podcasts? Parce que ce que je vais faire, c'est que ce webinaire, on va pouvoir le transformer également en podcast pour que vous puissiez l'avoir dans les écouteurs. On comprend que tout le monde n'a pas 1 heure et demie à se mettre devant son écran, mais on peut écouter de la musique pendant qu'on est en voiture ou pendant qu'on est dans les transports, et du coup, vous pourrez nous écouter une fois qu'on mettra ça sur iTunes ou quelque chose comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter et merci à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.